Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express, heureux de vous retrouver après mon voyage au Maroc pour une série de conférences sur le terrorisme islamiste. Alors justement, Bassam Tan, nous sommes heureux de vous retrouver en cette belle après-midi de printemps. Vous souhaitez en effet aujourd'hui nous parler des frères musulmans. Donc les internautes se souviennent, puisque la vidéo a été postée de votre conférence, à la conférence sur le terrorisme que vous avez donnée à l'Assemblée nationale en décembre 2014 et dont je vais copier le lien dans la présentation de cette vidéo pour que les internautes la retrouvent. Donc vous avez porté à la connaissance du public en décembre 2014 deux épîtres d'Hassan el-Banna, le fondateur égyptien des frères musulmans en 1928, deux épîtres qui n'ont pas été complètement traduites en français, l'une sur la jeunesse et l'autre sur l'enseignement, qui révèlent à quel point les frères musulmans axent leur doctrine sur le terrorisme islamiste, sur la guerre sainte, et à tel point qu'on peut les considérer comme les prédécesseurs et les inspirateurs de l'État islamique. Alors pourquoi revenir sur ce sujet aujourd'hui, Bassam Tan? Vous voyez, de plus en plus, on parle de cellules dormantes, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à démanteler les cellules dormantes. Alors, la question légitime, c'est que est-ce que ces cellules dormantes ont quelque chose à voir avec l'idéologie de la confrérie des frères musulmans, du moins dans les écrits de leur fondateur, c'est-à-dire Hassan el-Banna. Je rappelle, comme vous l'avez dit, que les épîtres de Hassan el-Banna, ça a été traduit, mais d'une manière incomplète. Il y avait peut-être intentionnellement une raison pour ne pas tout traduire, parce que ça compromettait si vous voulez, l'auteur. Alors, pour moi, il est évident que ces cellules dormantes font partie intégrante et intégrale au niveau tactique et stratégique de l'idéologie des frères musulmans. Parce que dès le premier écrit, Hassan el-Banna distingue entre deux catégories de frères musulmans. Il y a la masse de tous les frères musulmans qui payent de l'argent, qui essayent de suivre les préceptes, parce que Hassan el-Banna paraît comme un gourou, appelant les choses par leur nom. Là, vous parlez des frères musulmans au départ, au moment de la création, d'accord. En Égypte, alors. En Égypte, vers 1928, à Ismaïlia, c'est là où c'est né, au bord du canal de Suez. Et l'autre catégorie, et c'est ça le cas qui nous intéresse beaucoup, ce sont les combattants qui vont former une armée secrète. Et dans cette armée secrète, il y a justement des cellules dormantes, le terme n'était pas utilisé à l'époque, mais qui sont parsemées en Égypte d'abord, qui vont être parsemées dans tout le monde arabe où cette idéologie va faire ravage, entre autres en Syrie, une des raisons de cette guerre aujourd'hui ou ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a dans cette lettre des enseignements? C'est qu'il faut prêter allégeance dans cette deuxième catégorie de combattants. Il faut une obéissance aveugle. Il ne faut pas agir de son propre chef. Il faut attendre les ordres. Et il est dit qu'un jour, ils vont recevoir les ordres pour attaquer. Vous voyez, c'est clairement dit. Alors, il y a, si vous voulez, dans cette stratégie, plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est d'abord d'islamiser l'individu, puis la famille, puis la société, puis le gouvernement, puis le pays, puis exporter tout cela ailleurs, afin de commencer la Reconquista. Ah, qu'est-ce que la Reconquista? Pour Hassan el-Banna, tous les pays qui ont été conquis historiquement par les musulmans doivent être libérés,
reconquis. Alors, il dit par exemple que la mer Méditerranée devrait redevenir un lac musulman. Il en est de même de la mer Rouge. Et toute l'Espagne, la péninsule ibérique, doit être libérée et on doit entendre l'appel du muezzin partout. Et non simplement seulement en Europe, mais partout dans le monde. Tout ce qui a été conquis du côté des Balkans par les Ottomans et qui ne l'est plus, doit revenir à ce qu'on appelle Dar al-Islam, n'est-ce pas, la maison des musulmans, et tout ce qui n'a pas été libéré, c'est Dar al-Harb, c'est la maison de la guerre, une dichotomie très importante dans la pensée djihadiste, justement, de Hassan el-Banna. Alors, on voit que, bon, déjà c'est énorme, de parler de Reconquista, ça paraît un peu simplé. D'ailleurs, moi je vous dirais, en lisant Hassan el-Banna, je me dis, un instituteur doit être quand même plus réaliste, plus intelligent que ça. Mais c'est que, vous voyez, on explique ce succès par le fait que le monde arabo-musulman était colonisé. Oui, mais ça n'excuse pas cet excès dans la pensée, voyez-vous. Ça, c'est un point très important, donc la reconquête. Mais est-ce que cette reconquête s'arrête aux frontières historiques des pays conquis par les musulmans? Pas du tout. Et c'est là où ça devient très grave et très dangereux. C'est que pour le fondateur des frères musulmans, le monde entier doit être islamisé, doit être conquis par l'islam, en partant de bonnes intentions. Pourquoi? Parce que l'islam, selon lui, a la meilleure jurisprudence, a les meilleures lois, et du coup, il faut accomplir ce que Dieu exige dans son Coran, c'est sa lecture du Coran, c'est-à-dire, il faut que la lumière de Dieu enveloppe l'univers, la terre entière, et à ce moment-là, la justice régnera. C'est un peu une vision un peu messianique, utopique et platonique. Puis-je vous poser une question, Bassam Tan? Oui. Quels sont les arguments d'Hassan el-Banna pour donc affirmer que la législation islamique est préférable à d'autres législations? Alors je pense particulièrement aux États de droit occidentaux. En quoi la législation islamique est-elle préférable? Alors, pour lui, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la notion de patrie, de nation, ça n'existe pas. Que l'islam dépasse les autres peuples parce qu'ils fondent cela sur une religion et non une contrée géographique. Que c'est les meilleurs qui, au niveau de la préparation de l'armée, des armées, la djihad, pour lui, le concept de djihad chez les musulmans dépasse de loin tous les gens qui ont écrit sur les armées, la formation des armées, que finalement l'islam a été précurseur de tout cela. Et il parle non sans admiration de Hitler et en disant comment cet ouvrier est arrivé au pouvoir. C'est une vision positive, mais avec cela, il dit « je ne vois pas ». Et là, je crois qu'il a raison, mais si vous voulez, il a raison en comparant que ce n'est pas l'ethnie ou la race qui fait la supériorité, ce sont les idées. Mais il ne prouve pas en quoi, justement, les idées de l'islam sont supérieures à celles des philosophes, des penseurs, vous voyez. Il n'y a pas de preuve tactile. Mais pour ce qui concerne la législation elle-même, là vous avez parlé d'institutions, vous avez parlé de buts stratégiques globaux, en quoi la pensée d'el-Banna précédait le messianisme mondialiste d'une certaine manière. Sur le plan de la législation du droit civil, par exemple, non, il ne donne pas d'argument, il se contente de d'affirmer une supériorité. Voilà. Si, il y a une vision passéiste, archéolâtre, c'est que les musulmans, à un moment donné, ont dominé le monde
c'est la preuve qu'ils étaient les meilleurs. Et de là, il tire une nouvelle idée. Il dit à tous les musulmans, vous êtes les seigneurs de la terre, vous êtes les professeurs de toutes les nations, vous êtes les maîtres du monde. Il le dit, hein, Sadat Dunya, les seigneurs de la terre, et ça sans aucune preuve. Les musulmans ont dominé une partie du monde. C'est précisément parce que l'autre partie du monde n'était pas musulmane qu'elle a dominé finalement. Oui, mais si vous voulez, dans sa vision, c'est que le fait que le message qui est parti de la Mecque ait réussi à battre un grand empire comme les Perses, un autre empire comme les Byzantins, à conquérir toute l'Afrique du Nord, à aller se frotter à Charles Martel à Poitiers, même si c'était... Et c'est là que ça s'était arrêté. Ça s'est arrêté, c'est vrai, mais pour lui, tout ça est grandiose. Et puis, évidemment, il cite toute l'histoire des... Il ne parle pas de philosophes, hein, mais de progrès scientifiques à l'époque, ce qui est vrai. Mais tout ça, ce n'est pas l'islam qui l'explique. Ce n'est pas à cause de l'islam qu'on a eu un progrès scientifique. Le progrès scientifique n'est pas lié forcément à une nouvelle religion. Parce que souvent, quand l'islam a conquis d'autres pays, dans ces pays-là, il y avait déjà des philosophes, des savants, des érudits, des théologiens qui se sont soit convertis à l'islam ou, grâce au contact de ces gens-là avec les musulmans, il y a eu effectivement une renaissance. Vous voyez? Mais pour lui, c'est une idée maîtresse. Je crois que ça s'explique aussi par un complexe d'infériorité chez les musulmans de l'époque face à un Occident puissant et qui colonisait la Libye, l'Algérie, la Tunisie, la Syrie, enfin, vous voyez, alors, pour un peu résoudre ce complexe d'infériorité, c'est une réaction de se réfugier dans un complexe de supériorité, que nous, on est supérieur même si on est colonisé. Revenons à la géopolitique et à la stratégie d'Hassan el-Banna, au moment où il fonde les Frères musulmans. Donc cette stratégie pyramidale d'implantation d'une partie d'un versant théorique de l'organisation secrète et d'un versant militaire, jusqu'où l'a-t-il poussé à l'époque et quelles sont ses ramifications actuelles? Alors, vous voyez, c'est intéressant. Au départ, c'est une centaine qui ont fait allégeance. Et il appelait ça... Une centaine d'individus? Oui. Alors, ils avaient des camps d'entraînement. Et au bout du compte, quand ils avaient terminé ce camp, ils devaient prêter allégeance. C'est que Hassan al-Banna aussi ne se prenait pas pour rien, hein. Il imitait le prophète comme les compagnons prêtaient allégeance au prophète avant la bataille. Alors jusqu'où a-t-il été? Alors, c'est qu'il a adressé à tous les monarques de l'époque des lettres leur disant « Je prends Dieu à témoin que je vous ai averti, je vous ai informé de mon message. » Alors, tous les souverains musulmans ou y compris les souverains occidentaux? Les chefs d'État, puisqu'on est au début du XXe siècle. C'était les chefs d'État, c'est surtout le monde musulman, mais il y a eu des appels à d'autres nations. C'est un peu, il prend exemple sur le prophète, comme il a écrit, n'est-ce pas, au gouverneur d'Égypte de l'époque, vous voyez, aux Perses, c'est tout cet aspect, c'est-à-dire que il se donne des libertés vis-à-vis même de la Sunna, alors qu'il se dit carrément salafiste. Il dit « nous sommes salafistes hein, ». Pour nous, les salafistes, c'est quelque chose de très sacré, on doit suivre la Sunna, mais lui-même ne suit pas souvent la Sunna. Par exemple, chaque fois quand il va parler de la guerre sainte, il cite le prophète au début, il accole au prophète un adjectif en faisant le salut traditionnel, n'est-ce pas, en disant « le seigneur des djihadistes, des moujahidines ». C'est pas dans la sunna, quand on, n'est-ce pas, fait la prière en citant le prophète, d'accoler ce qu'on veut. Vous voyez, c'est un peu orienté, les choses. Mais
Il disait à la fin qu'il suffisait qu'on lui donne 11 ou 14 phalanges, je crois, pour reconquérir le monde. Vous voyez, c'est une vision un peu sentimentale, romantique, mystique aussi. Un peu folle, non? Un peu folle, pas un peu, beaucoup à mon avis, mais qu'est-ce que vous voulez, ça prenait. Il devait avoir un charisme extraordinaire, cet homme-là, hein, cet instituteur et qui parcourait tout l'Égypte à une époque où justement le peuple rêvait d'indépendance contre les Anglais, et puis c'était un peu le cas de tout le monde arabo-musulman. Donc cette idéologie a pris racine dans ces pays-là, et petit à petit, ça a formé des cellules dormantes, des armées secrètes un peu partout. Hein. Et là, permettez-moi... Mais quelle était l'importance de ces organisations, Bassam Tahan? Ah si, parce que, enfin, un peu avant sa mort, il y avait à peu près, comparé aux chiffres des partisans d'aujourd'hui, c'est énorme, il avait 2 millions. 2 millions. Donc, en Égypte. Oui, imaginez-vous que, par exemple, comme j'ai dit, il y avait 2 catégories. Sur ces 2 millions, il y avait ne serait-ce que 10% de combattants djihadistes. On avait 200 000, c'est une armée. Hein. Et chaque fois qu'il y avait un incident, que des gens s'attaquaient, par exemple, à des marchands d'alcool et tout, il leur disait non, 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 il ne faut pas faire ça. Attendez les ordres. Attendez les ordres. Puis c'est amusant dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il écrit, c'est que l'obéissance aveugle et absolue n'est exigée que des moujahidines, ou dans d'autres termes négatifs, les djihadistes. Mais les autres frères musulmans, non. Et puis, la pierre angulaire de sa pensée, c'est que comment convertir ce monde à l'islam, c'est la guerre sainte. Et là, au niveau de la jurisprudence, pour lui, la guerre sainte est un devoir absolu. Parce qu'en jurisprudence musulmane, on a 2 sortes d'obligations. Une obligation relative, je dirais, hein, et une obligation absolue. Pour lui, c'est clair, on a mal compris les textes, on a mal lu les hadiths, on a mal interprété le Coran. La guerre sainte est le seul outil pour conquérir le monde, et ils font Pharaon, encore une fois, il dit, vous voyez qui avant l'islam a fait une théorie de l'armée et de la guerre comme l'islam. Voyez. Alors, permettez-moi de revenir en France un peu. Mais avant ça, Bassam Tahan, donc les forces inspirées par l'idéologie de Hassan el-Banna, pardonnez-moi, oui. Sont évaluées à la fin de sa vie à 2 millions. Donc, avant de venir au cas français, comment cette confrérie et Semtel, on sait qu'il y a des frères musulmans un peu partout, vous l'avez rappelé, ils sont à l'origine de la guerre de Syrie, en grande partie. On les retrouve en Tunisie, on les a retrouvés en Libye, en Égypte. Comment cette organisation égyptienne au départ a-t-elle essaimé dans le monde arabo-musulman? Vous voyez, comme je l'ai déjà dit, c'est que les populations du monde arabo-musulman ressemblaient beaucoup au cas égyptien avec la colonisation. Ça d'une part. D'autre part, si vous voulez, face à cet état de choses, d'intervention occidentale, c'était naturel pour ces peuples de se jeter dans les bras des ulémas de la religion, hein, avec toute cette lecture glorifiante de leur passé musulman. Hein, c'était très naturel. Et déjà de son vivant, il y avait des gens qui ont été évangélisés, entre guillemets, hein, apporter la bonne nouvelle un peu partout dans le monde arabo-musulman. Donc, ça offrait aux gens
un parti politique structuré, parce qu'il y a une partie très structurée chez la confrérie des frères musulmans. Et les Syriens s'en ont inspiré, les Jordaniens, enfin la Jordanie n'existait même pas à l'époque, ça a commencé, vous voyez. C'est ça qui explique ce succès. Et puis évidemment, il y a eu après l'intervention occidentale, c'est-à-dire on a utilisé les frères musulmans, comme vous le savez, pour casser Nasser, pour casser les nationalistes arabes, le rapprochement avec l'Union soviétique, en leur disant que l'islam est une religion monothéiste, en aucun cas elle ne peut admettre le matérialisme critique athée des Russes de l'époque, de l'Union soviétique, vous voyez. Et on sait, quand on lit aujourd'hui, par exemple, Ben Laden, où on voit ces vidéos qui ont été diffusées sur Al Jazeera, que j'ai eu l'occasion de commenter à l'époque, quand on lit ou on écoute les discours de Baghdadi aujourd'hui, de Daesh, ou de Zawahiri, le bras droit de Ben Laden de l'époque, on voit cette influence de la pensée des frères musulmans. La nécessité du djihad, de former une armée secrète, de former des cellules dormantes et d'attendre les ordres. Tout le problème consistait, fallait-il s'attaquer d'abord à l'Occident, par ordre de priorité, ou au monde arabo-musulman? Et c'est ça qui les divisait. Ça explique un peu le 11 septembre, comme ça peut expliquer ce qui s'est passé après en Arabie Saoudite, ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, des deux côtés. C'est-à-dire, mais quand même, la présence des islamistes djihadistes est beaucoup plus apparente dans le monde arabo-musulman qu'en Occident. Ceci dit, l'Occident est travaillé. Comme je vous dis, l'objectif des frères musulmans, c'est de convertir tout le monde à l'islam. Alors avant d'en venir au cas français, Bassem Tahan, il faut rappeler que l'Occident, est-ce par naïveté, a joué l'alliance avec les frères musulmans dans le fameux printemps arabe. On a entendu jusqu'à un Hubert Védrine qui pourtant est beaucoup plus, comment dire, connaît bien son sujet sur un certain nombre de sujets. On a même entendu Hubert Védrine dire les frères musulmans, c'est l'équivalent de la démocratie chrétienne dans les pays arabes. Non, je vais vous dire. Il a dit ça au moment de la Libye. Donc comment expliquer que les Occidentaux aient joué la carte de l'alliance avec les frères musulmans dans le printemps arabe? Je vous répondrai sur deux points. D'abord, en aucun cas, les frères musulmans dans leur idéologie politique ou morale ne peut ressembler aux démocrates chrétiens. Parce que le but des démocrates chrétiens, c'est pas de christianiser le monde, et de ne pas christianiser le monde par la guerre sainte. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils étaient compatibles avec la démocratie à terme. C'est pour ça qu'en Tunisie, par exemple, beaucoup de commentateurs ont dit qu'une partie des frères musulmans tunisiens était beaucoup plus modérée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous dire tout de suite. Regardez, par exemple, il y a eu près de 10 000 Tunisiens, 10 000 en tout. Je compte les morts et les vivants. Aujourd'hui, il y a 6 000 Tunisiens djihadistes répartis entre l'Irak et la Syrie. Vous n'allez pas me dire que ces 6 000 et les 4 000 qui sont morts étaient des modérés. Donc, c'est des gens qui ont été quand même formés par Al-Nahda. Ils ont respiré l'air du parti Al-Nahda. Ils ont touché l'argent du Qatar, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est très important, ça, cette histoire qu'ils ne peuvent pas ressembler aux démocrates chrétiens. Alors, non mais j'entends bien, vous dites que les Occidentaux se trompent, et je suis d'accord avec vous, mais pourquoi se sont-ils trompés? Ils se sont trompés sciemment ou ils ont été grugés? Non, sciemment. Moi, vous connaissez mon point de vue. Moi, à mon avis, tout ce printemps arabe est made in USA. Ça a été fabriqué
monter en partant de petits, parce qu'on le sait, l'argent, l'Internet qui a été utilisé pour contacter les gens en Syrie, pour sortir. C'est tout simplement une politique des néoconservateurs et qui a pris. Alors il y a différentes étapes historiques. À un moment donné, les États-Unis ont aidé les frères musulmans et la famille de Hassan al-Banna installée à Genève contre Nasser, contre le socialisme, le rapprochement avec l'Union soviétique, le nationalisme arabe, le socialisme. Aujourd'hui, c'est carrément casser le monde arabo-musulman. Et malheureusement, si vous voulez, les pétromonarchies du Golfe n'ont rien compris, à mon avis. Ça va être leur tour, parce que finalement, cet argent du pétrole, les rentes pétrolières du Qatar, ça a servi à quoi, finalement? À acheter des armes, soit qui rouillent, soit qui sont envoyés en Syrie pour massacrer d'autres musulmans, et en passant des minorités. Mais je rappelle quand même, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il faut mettre un bémol, apparemment, il y a beaucoup plus de morts alaouites en Syrie qu'auparavant. Hein. C'est-à-dire les alaouites payent cher la dette de sang en cherchant à maintenir le pouvoir. Ça, c'est très important. Pour finir par la France, je vous dis, on sait très bien que le midi de la France est infesté de frères musulmans et il faut absolument qu'il y ait une interdiction. J'en ai parlé il y a 3 ans, il faut que maintenant ils interdisent les frères musulmans. Alors justement, Bassam Tahan, puisqu'on en vient enfin au cas français, le candidat au présidentiel François Fillon a d'emblée, dans son programme, dit que s'il était élu, il allait interdire les frères musulmans. Alors, vous venez d'aller dans le sens du programme de François Fillon en disant qu'il fallait en effet les interdire et qu'ils étaient fortement implantés dans le sud de la France. Avez-vous des informations précises sur cette implantation et quel lien faites-vous entre cette implantation et les frères musulmans au départ, tels que vous nous les avez décrits en Égypte, avec une branche politico-théorique et une branche armée? Y a-t-il des cellules dormantes dans le sud de la France, etc.? D'abord, je vous dirais que j'ai dit ça avant Fillon. Quand j'ai parlé qu'il fallait interdire, j'ai pas attendu Fillon. Mais peut-être vous a-t-il entendu. Et la question annexe, Bassam Tahan, c'est François Fillon a donné le bâton pour se faire battre avec tous les ennuis qui lui arrivent actuellement. Je pense qu'il a péché par grande naïveté à l'époque. Mais s'il a subi la campagne qu'il a subie, qu'il continue à subir actuellement, n'est-ce pas en partie parce qu'il a demandé, parce qu'il a prévu dans son programme l'interdiction des frères musulmans, qui ne sont pas seulement implantés, comme vous le dites, dans le sud de la France, mais qui sont aussi dans l'UOIF, qui est la plus puissante organisation musulmane en France. C'est vrai que l'UOIF représente une force électorale non négligeable, mais les ennuis qu'a Fillon, je crois que ça a plus un rapport avec des emplois fictifs qu'avec son point de vue sur l'islam. Je ne pense pas. Maintenant, ce qui est très important, c'est que, comme je l'ai dit, sûrement les frères musulmans dans le midi de la France, c'est un peu le hall, c'est la préparation des cellules dormantes à venir. Tant qu'on n'a pas démantelé, tant qu'on n'a pas poursuivi, vraiment, et arrêté, interpellé tous les gens qui ont fait partie des frères musulmans ou qui s'y sont toujours, je crois que la France ne pourra pas dormir tranquille, soyons honnêtes. Et là, c'est pour le bien des musulmans que je dis ça. Parce que, encore une fois, les musulmans ne doivent rien avoir avec cette confrérie. C'est une religion. Et vous ne répondez pas à ma question, Bassam Tahan. Vous parlez de l'importance des frères musulmans dans le sud de la France. Quels sont les éléments d'information que vous avez à communiquer sur leur importance? Moi, je vous dirais ce qu'on a lu un peu partout. C'est que la moitié de la France, c'est-à-dire tout le midi,
la majorité des mosquées, des prêches, c'est tenu par des frères musulmans. Enfin, c'est tombé dans le domaine public. Hein. Maintenant, il faudrait demander à l'intérieur s'ils ont des éléments beaucoup plus précis, s'ils ont tracé des gens qui travaillent dans l'ombre, je suppose qu'ils le font. Mais tant qu'il n'y a pas interdiction, je crois qu'on fait fausse route. C'est une organisation terroriste qui cherche à conquérir le monde par la terreur. Il faut qu'elle soit interdite. Ça. Alors vous avez parlé d'une branche armée des frères musulmans, qui était une branche secrète de cellules dormantes. Est-ce qu'il y en a dans le sud de la France actuellement qui attendent, comme vous le disiez tout à l'heure, un ordre qui viendrait du sommet de la pyramide à un moment donné? Moi, je le pense. Maintenant, vous me dites comment vous le savez. Ben, je vous dis, c'est secret. Mais on suppose qu'il doit y en avoir. Pourquoi il n'y en aurait pas? Puisque c'est dans le dogme même de fondateurs des frères musulmans. Il y a sûrement des gens qui attendent l'ordre. Hein. Alors, avec la différence que l'ordre ne viendra plus d'Égypte, hein, il pourra venir d'autres caïds, émirs, un peu parsemés dans le monde. Hein. C'est très puissant, les frères musulmans, parce qu'au niveau financier, ils ont leurs banques, ils ont leurs capitaux, ils ont leur organisation, ils savent comment faire passer l'argent de l'Allemagne en France, de la France en Hollande. Je sais que ce que je dis là, enfin, dans le monde arabe, tout le monde le sait, hein. Mais c'est en France que, je crois, cet islam pose un problème politique. Et c'est pour cela qu'on y va à reculons, c'est pas net. Il faut que ce soit clair. Sauf François Fillon dans son programme. Par exemple, mais je crois Mais il n'est pas le seul. Je crois que d'autres aussi vont le demander. Regardez, l'Angleterre aussi a commandé un rapport là-dessus. Puis après, pour des raisons diplomatiques, ils ont dit oui, c'est des terroristes, mais c'est pas des terroristes. Mais ça, c'est à l'anglaise, c'est filé à l'anglaise. Que pensez-vous du décret de Trump et de l'opposition qu'il rencontre, y compris dans la reformulation de son décret, portant sur l'attention portée aux migrants en provenance de pays musulmans? Je suis anti-Trump à fond, parce que je crois que c'est stigmatiser des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Les musulmans syriens, peut-être parmi eux, il y a des terroristes, mais c'est à la CIA de les filer, de les infiltrer, de tracer la carrière de chacun. Mais ce n'est pas en interdisant à tout le monde. Ça ne fait que victimiser les musulmans, et c'est la plus grande propagande que l'on puisse faire aux frères musulmans. Il y a d'autres, vous voyez, on va leur dire, regardez, ils vous interdisent, alors qu'on leur a mis dans la tête qu'ils étaient les maîtres du monde. Vous voyez, non, c'est pas la bonne solution. Ce décret de Trump est symbolique et n'a aucune efficacité concernant la lutte contre le passage des éventuels terroristes. Pour le moment, je crois que la justice a empêché l'application du décret, encore aujourd'hui. Oui, justement, mais justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ces attaques moi, je crois que de l'appareil d'État, enfin des juridictions américaines? Alors, vous savez, pour Trump, je crois qu'il veut paraître comme l'homme sérieux qui respecte ses engagements durant sa campagne. Maintenant, du côté de la justice américaine, je crois que c'est des gens sages en disant que c'est un mauvais décret. Je ne vois pas en quoi, en interdisant... Vous savez, un petit exemple, hein, si on avait interdit, on n'aurait pas eu Apple. Hein. Steve Jobs est de père syrien, hein, de Homs. Vous voyez, on peut raisonner comme ça, on peut trouver... mais il n'y a pas que ça. Ça ne sert à rien de victimiser, de stigmatiser. Ça prouve l'échec de la CIA et des services secrets. Comment? Ils sont incapables de savoir qui entre, qui sort. Non, c'est pas... Non. C'est pas au moment du passage de la frontière qu'on peut déterminer... sûrement pas. Moi,
Une fois, j'avais fait une audite pour, je ne sais plus quelle instance française, sur tous les djihadistes qui passaient par le Yémen, par l'école d'arabe qui était à Sanaa, où Coulibaly a fait des études, et on peut retrouver toutes les listes des gens qui sont passés par là-bas déjà. Hein. Je ne sais pas si j'ai été écouté suite à mon audit. J'espère. Merci Bassam Tan. Merci Eurasie Express, merci Frédéric Sayot, et à bientôt. À bientôt.